ça se trouve, tu vas bosser avec des gars et ils vont peut-être pas faire l'Olympia. Mais t'auras construit un truc avec eux et peut-être que demain il va être réel. Mauricien polonais. Ouais. Mais c'est quel mélange? C'est un cobaye. Ah, laisse tomber. Ils en ont fait un test. Ouais, ils en ont fait un. Après, ils ont dit non, c'est trop bizarre. On quitte Mauricien polonais. On a commencé comme ça. Le resto, on avait 25 ans, donc on a fait beaucoup de merde, tu vois. Donc au bout d'un an et demi, on a rendu les clés. Merci, au revoir. Et je suis arrivé au Paname en tant que serveur de base. Mais c'est ça le problème, c'est que nos parents, ils réalisent pas que ils sont en train d'essayer de vivre leur rêve à travers nous. Donc aussi, ce que j'essaye d'instaurer avec les mecs avec qui je bosse, c'est que oui, aujourd'hui, on est sur du stand-up. Mais te ferme pas les portes sur si demain, tu as envie de faire autre chose. Aujourd'hui, je reçois Stan. Stan, je suis content de te recevoir. Stan, c'est marrant de te voir aujourd'hui ici à la maison et pour ce podcast parce que on s'est découvert autour d'une pizza. Oui, et c'est tout vrai. À l'heure, on va en manger. On va en manger. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais te la faire. Avec grand plaisir. Stan, il a un parcours particulier. Je suis content de l'avoir aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu son parcours. On va discuter. De toute façon, aujourd'hui, tu connais le concept du podcast. C'est une discussion surtout. Bon, on va forcément parler de ton parcours et on va parler de nos expériences de vie, de moi, de toi, de tout ce qui nous entoure. Stan, c'est intéressant parce que t'as eu plusieurs vies en fait. Ouais, d'ouf. T'as eu plusieurs vies. Et aujourd'hui, Stan, que vous voyez et que vous découvrez probablement, c'est le manager de Nordin Gonzo qui est passé il y a quelques temps au micro de. Ouais. Pas que, mais Nordin Gonzo. Nordin Gonzo de Nino. Ouais, Nino Arial. Nino Arial, il y en a d'autres aussi, il me semble. Ouais, je fais Lenny Mbunga, Ray Lenny Mendes. Mbunga aussi, Ray Mendes, oui. Samy Bell, Boris Chelin, une petite équipe de hustlers. Petite équipe, grosse équipe. grosse équipe. Avec des besoins particuliers. Ouais. Tu vois, à chaque fois, c'est différent parce que les niveaux de carrière sont à des stades différents, tu vois. Mais ouais, on s'éclate. En vrai, c'est de la... Très, très grosse équipe. En tout cas, tu sélectionnes pas n'importe qui, hein. Parce que ton 11 de départ est légendaire, quand même. On a une bonne compo. On a une bonne composition, et là. Je peux me targuer du truc de, j'ai démarché personne. Ouais. C'est tous ces artistes avec qui on s'entendait ou on se connaissait depuis quelques temps, qui sont venus me voir en mode, vas-y, viens, on bosse ensemble parce qu'il y a des trucs à faire. Donc, j'ai été voir personne. Et ça, c'est une petite fierté personnelle, tu vois, de se dire, ok, ton travail, il est reconnu, tu vois. Je pense que quand t'es un artiste, t'as envie de bosser avec un manager avec qui tu t'entends bien. Ouais. Parce que déjà, quand t'es artiste, t'es pris par ton art. Ouais. Et t'as besoin d'être entouré de gens bienveillants et de gens dans ton délire aussi, tu vois, pour pouvoir être évolué et être tranquille dans ta création. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser pour que les gens comprennent un peu ton taf. Moi, j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais c'est vrai qu'ils sont venus te chercher. Toi, c'est particulier parce que t'étais déjà quelqu'un dans notre entourage, dans le sens où tu as évolué autour des artistes. Moi, j'ai grandi avec vous. Exactement, t'as grandi avec nous. Mais en règle générale, c'est souvent l'artiste qui va vers le manager. Toi, t'as des cas de figure où ce sont des managers qui viennent vers l'artiste? Ouais, en fait, tu sais, t'as aussi le cas t'as un artiste qui pète. Ouais. Maintenant, avec les réseaux, il est un peu tout seul. Et donc après, là, t'as une armée de vampires qui arrivent en mode, il y a un billet à faire, tu vois. Mais c'est le business. C'est le business. Mais ouais, il faut s'entourer de personnes en qui t'as confiance, tu vois, pour avancer. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus indépendants. Ouais. Le monde change. Donc, il y a besoin d'avoir des gars solides à côté, les hommes de l'ombre, tu vois. Moi, je suis un homme de l'ombre, je suis bien dans mon coin, et j'essaie de faire en sorte que, vas-y, tous les trucs à gérer, concentre-toi sur l'artistique, et nous, on voit l'à côté pour que tu sois le plus libre possible dans ton truc, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à toi, quoi. Si tu aimes ce genre de contenu, tu connais le refrain, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu peux aussi soutenir le podcast en participant à la cagnotte Tipeee. On est plusieurs sur cette chaîne à travailler dessus. Ça demande du temps, de l'énergie et comme toujours, des pépettes. Très bonne nouvelle. Après plus de 10 ans à saigner les scènes parisiennes, j'arrive un peu partout en France. Le lien est aussi là, juste en bas. N'hésite pas à cliquer et à prendre tes places. Et si tu veux rester en contact avec moi et recevoir du contenu exclusif, n'hésite pas à remplir le formulaire Tali. Le lien est en description. Du fait que ce soit des amis aussi, est-ce que par moment ça peut
il peut avoir des conflits ou ça peut te poser problème? Non, ou est-ce qu'au contraire, c'est en vrai, on se parle quelque chose de positif? C'est comme tu dis, en fait, pour refaire la genèse aussi d'où je viens, de comment je suis arrivé un peu dans le stand-up par hasard, tu vois. Donc j'avais un resto que t'as connu où on a fait des scènes. C'est comme très ça bon resto. Ouais, c'était des bonnes pizzas. Ah, les pizzas, c'était incroyable. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens encore qui me disent ouais, mais relance-le, refais-le. Mais là, moi, j'aimais trop la pâte et je sais pas, il y avait quelque chose dans la pizza. Et à chaque fois que je venais jouer chez vous, j'étais content parce que je savais que j'allais bouffer la pizza et je repartais. Et t'as vu, après, on se revoyait, je te demandais les recettes carrément. Ouais, de fou. Même Paul Séric, j'ai recroisé des années après qui me disait, mais attends, vas-y, relance-le, s'il te plaît. Grave. Et donc, du coup, voilà, on est arrivé comme ça dans le stand-up en faisant des plateaux, tu vois. Et, une fois que c'est terminé, mon associé, Certes Mathurin, que tu connais, lui s'est lancé dans le stand-up, j'ai suivi et je suis arrivé au Paname et du coup, j'ai bossé un peu là-bas et j'ai grandi, du coup, avec vous de ce truc un peu de l'extérieur ok, l'effervescence du stand-up, il y a ça 10 ans, je crois que je suis arrivé en 2014, tu vois, au Paname. Ouais. Et il fait comme tu dis, ouais, c'est tous venus des potes, tu vois. Et après, il y a un truc, je pense qu'il y a quelque chose de confiance, tu vois, qui s'installe, de ok, ça fait 10 ans qu'il est là, c'est carré à chaque fois, donc vas-y, on peut y aller. Mais il faut réussir à mettre des barrières de ok, là on parle de travail, on rigole, on s'amuse, mais quand il y a des échéances, quand il y a des choses importantes dans ta carrière, on va pas juste rigoler. Là, maintenant, on est focus, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'instaure aussi avec eux, c'est une rigueur, tu vois. Parce que t'as tendance à dire, ouais, on fait des blagues, on s'amuse, machin et tout, mais en fait, quand t'as face à toi un producteur, il est pas là pour écouter des blagues. Et là, c'est quoi le contrat? Où on va, c'est quoi ton plan de carrière? Et là, j'interviens pour recadrer les choses et avec la vision de l'artiste, dire, ok, nous, on veut faire ça. Ouais. Tu vois. Donc oui, c'est des amis, tu vois, mais il y a un truc où faut être faut taffer quoi. Tu vois. Je crois que tu l'as pas dit, mais il me semble que t'as fait une école de commerce, je crois. Ouais, moi j'ai fait parcours école de commerce sans savoir vraiment pourquoi, tu vois, c'est la daronne qui vient de l'étranger qui arrive et qui met tout dans les études. Peut-être quelle origine? Moi je suis mauricien. Ouais. Mauricien polonais. Tu vois, parcours, enfin un petit. Mauricien polonais. Ouais. Mais c'est quel mélange? C'est un cobaye. Ah, laisse tomber. Ils en ont fait un test. Ouais, ils en ont fait un. Après, ils ont dit non, c'est trop bizarre. On quitte l'aventure. Mauricien polonais. Ouais. Parce que déjà, à l'île Maurice, il y a énormément de métissage. Ouais, de ouf. Des bails d'Indiens, d'Afro-descendants, l'histoire, elle est particulière. L'histoire de l'île Maurice, elle est incroyable. En vrai, pour la faire courte, tu vois, c'est une île de passage avec la route des Indes et donc du coup à la base il y a personne à l'île Maurice et donc ils ont ramené les marrons, tout ce qui était esclaves et après les Anglais ont récupéré l'île parce que chacun se la passait en disant ouais nous ça peut être un point d'intérêt pour aller en Inde et les Anglais l'ont récupéré à l'abolition de l'esclavage. Comme ils avaient des colonies indiennes, ils ont dit bah aux Indiens venez travailler. Et les Indiens sont restés. Donc il y a un mélange de cultures de fou où il y a un respect aussi, tu vois, des religions, tu vois, que ce soit de l'hindouisme, les chrétiens, musulmans et tout. Donc ouais, de base c'est déjà un mélange. Et ouais, mon père il est d'origine polonaise. Ok. Donc ouais, pour en revenir au parcours, ma mère, pour elle c'était vraiment l'école, tu vois. Donc j'ai suivi l'école en fait, à coups de claques et de savates, parce que t'as pas le choix. On connaît les darons. Bah oui, on connaît les darons qui viennent d'arriver. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, ils veulent que des diplômes. Mais c'est ça, y a pas tu t'as des hobbies. Moi j'aimais la musique, j'aimais trop ça. Tu vois. Non, ramène-moi le diplôme. Ça sera après. Fais de l'argent après t'auras tes hobbies, tu vois. Donc j'ai suivi ce truc-là, tu vois. Et école de commerce, en suivant à chaque fois des potes, parce que tu sais jamais où tu veux aller, quoi faire. Et j'ai bossé, j'étais dans un cabinet de commissariat aux comptes. Donc j'étais auditeur financier, j'ai un petit costard, j'allais et tout, mais j'étais trop fou. Et j'ai fait ça 3 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc, j'ai des bases comptables. J'ai des bases pour créer des entreprises. Déjà, c'est quelque chose que j'avais par l'école, tu vois. Et suite à ça, au bout de 3 ans, donc avec Certes Mathurin, que je connais depuis le collège, tu vois, qui lui a suivi un peu le même parcours, mais parti à Pau, en école de commerce. On s'est retrouvés, on a dit, mes frères, on n'est pas fait pour ça. Dans un bureau avec un patron qui te casse la tête, qui dit, non, mais attends, ça, je le veux. Et tu montres que t'es compétent, mais t'as pas ton augmentation. Bah, ça me faisait craquer, tu vois. Donc, à 25 ans, on a dit, tu sais quoi, viens, on monte un resto. Et avec un troisième, Mathieu, un mec de Saint-Denis, on s'est dit, vas-y, viens, on monte un resto. Et comme on avait de la place, la superficie à l'étage, on s'est dit, vas-y, viens, on fait des concerts, on faisait du slam. Et
on a rencontré ce fameux Alex Nguyen. Alex Nguyen. T'as des nouvelles d'Alex Nguyen? Je sais pas ce qu'il devient. C'est vrai? Non, je sais pas. J'aimerais. Alex Nguyen, un stand-upper, pour ceux qui savent pas, du coup, qui animait les plateaux. Ouais. Chez vous. Et en fait, qui donnait des cours. Parce qu'en fait, qui donnait des cours. Il y a 10 ans, c'était pas aussi simple que maintenant. Il y avait pas accès à Netflix pour voir qu'est-ce que c'est le stand-up, voir des spectacles de Dave Chappelle, de machin. Tu voyais le Jamel Comedy Club. Ok, je veux faire du stand-up. Comment je fais? Et donc, tu tapais sur Internet, t'allais sur Google, stand-up, et il était bien référencé. Il avait malin. fait un taf de malade. Oui. Et en fait, c'était référencé, je crois. Il était référencé de malade. Et donc, il donnait des cours de stand-up. Tu vois. Il y en a beaucoup de ces enfants, qui jouent sur scène maintenant. Mais il y en a trop. Ouais. Des mecs qui sont aujourd'hui installés et qui ont commencé chez lui, tu vois. Et donc lui donnait des cours. Et pour ça, faut l'applaudir. Ouais, non, franchement, il a fait du taf. Derrière, il a fait du taf. Tu vois. Et du coup, en fait, il est venu en mode, écoutez, est-ce que je peux utiliser les tâches pour donner des cours? Donc on lui a dit, vas-y, nous, y a personne de 15h à 18h. Fait, tu vois. Et suite à ça, ça commençait à bien marcher son affaire, tu vois. Et il dit, est-ce que ça vous dirait si on fait un plateau? Fait, je te donne les clés, tu vois. Et on a commencé à faire notre plateau où on a vu un peu tout le monde passer, en vrai. Il y a même des... Mais ouais. Je sais. Ouais, Moi, j'aimais beaucoup venir jouer et tester chez vous. Et oui, on était beaucoup à passer. Ouais, c'était juste en face du Comedy Club. Exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'était que comme on était aussi sur les grands boulevards, on était en face du théâtre du Gymnase, le Comedy Club était pas loin, le Paname, c'était au final au bout de la rue, tu vois. Donc, c'était aussi central. Donc, on s'est dit, il y a un truc à faire et nous, on a bien kiffé. Et puis, c'était aussi le début du stand-up, enfin pas le début parce qu'on est la deuxième génération, tu vois, mais ce truc un peu roots, comme le début du rap, tu vois. T'es là en mode, tu sais pas pourquoi tu le fais, y a pas forcément d'oseille, c'est juste envie de kiffer. Tu le fais pour la culture, quoi. De fou. Et il y avait ce truc qui était trop intéressant, tu vois, d'effervescence, d'idées et tout. Et on a commencé comme ça. Le resto, on avait 25 ans, donc on a fait beaucoup de merde, tu vois. Donc, au bout d'un an et demi, on a rendu les clés. Merci, au revoir. Et je suis arrivé au Paname, en tant que serveur de base. Tu vois. Donc, moi, j'étais un peu en reconversion professionnelle. Je venais de quitter le resto. Je savais pas ce que je voulais faire ou retourner dans le monde du taf, le temps de se refaire, tu vois. Et je rencontre Karim du Paname. Et j'ai commencé l'aventure là-bas. Et je pense que j'ai bossé, je sais pas, 3-4 ans, en vrai. Oui, c'est possible. Tu vois, et c'est devenu la maison. Et c'est là-bas que vraiment, là, j'ai commencé à avoir des opportunités de taf. Dans le sens où je regardais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et avec un esprit entrepreneur, de me dire, OK, là, il y a des besoins. Est-ce qu'il y a de la demande? Comment, tu vois? Et je regardais beaucoup Kader Aoun, tu vois. Et il faut lui remettre ses fleurs, tu vois, dans le sens où c'est quelqu'un qui est professionnellement parlant, c'est un génie, le mec, tu vois. Et je regardais beaucoup ce qu'il faisait, ça m'inspirait et je me disais, tu vois, là, je vois que j'ai beaucoup de potes qui jouent, mais je sens que ils sont pas à leur juste valeur. Que ce soit avec leur prod, que ce soit auprès des marques, même s'il n'y avait pas encore beaucoup d'OP ou quoi, tu vois. Mais je sentais que le travail qu'ils fournissaient, c'était eux qui étaient c'est eux qui sont dans le ring, mais au final, quand tu fais les comptes, c'est pas eux qui prennent leur oseille, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas normal, tu vois. Et du coup, je me suis posé et je me suis dit, attends, on va essayer de changer un peu ce truc-là, tu vois, de les rendre plus indépendants, d'amener un côté aussi un peu plus professionnel dans le truc. Et je me suis lancé, je bossais en finance de marché, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je tente l'aventure. Encore une fois, on arrête de taffer, on fait peur à la daronne. Parce que quand il lui dit, à 25 ans, je vais ouvrir un resto, allez, non. Putain, tout ce que j'ai fait. Ah, mon cœur! Mais oui, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mon enfant! Mais oui, en plus, elle connaît certes. Elle dit, avec lui en plus. Mais non, c'est pas possible. Tu vois ce que tu vois? La daronne, elle a aucun respect pour Serre. Elle a dit, mais non, franchement, je l'adore, c'est mon fils. Mais je le connais. Je le connais. Vous êtes mes deux enfants, je vous connais. Non, faites pas ça. Sais, mon pote, c'était la même chose, sa daronne avec moi. Faites pas cette connerie, tu vois. Et du coup, quand je lui dis que j'arrête encore une fois le truc où pour elle, je me suis remis dans le monde de l'entreprise, je bossais en finance de marché, j'étais à la défense. Pour elle, c'était bon, il avait repris le chemin tracé, tu vois. Je dis, bon, tu sais quoi, là, j'arrête encore et je vais faire du enfin, je vais m'occuper d'artistes, je vais en produire certains, je vais essayer de, elle dit, mais putain, t'as rien compris, en fait.
Elle allait prier tout de suite après, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Elle s'est retournée sur ma petite sœur, elle a dit, elle, au moins, c'est bien. Elle, c'est bon. Mais c'est ça le problème, c'est que nos parents, ils réalisent pas que ils sont en train d'essayer de vivre leurs rêves à travers nous. De ouf. Et que tant que nous, on n'essaye pas, tant qu'ils nous projettent, en fait, ce qu'ils imaginaient de nous. Et que nous, on prend pas la peine d'aller vers des choses qui nous attirent, eh ben, on va finir déprimé dans des entreprises. Ouais, c'est sûr. Tu l'as bien fait, t'as vu l'expérience, t'es allé dans une entreprise, et finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas ton chemin. Et c'est pour ça, faut encourager les gens à des moments, il faut savoir ne pas écouter ses parents, ou ne pas écouter les gens qui t'aiment, parce que les gens qui t'aiment tellement qu'ils sont surprotecteurs. Ils sont surprotecteurs, et malheureusement, toi, si tu tombes dans l'écoute à ce moment, et que tu tombes aussi, et que tu es un peu contaminé par leur peur, eh ben, tu feras rien. Tu resteras chez toi, ou tu resteras dans ton job plan-plan, que, au fond de toi, tu l'aimes pas, et tu pètes un câble à 40 piges, tu pètes un câble. Tu pètes un câble, tu fais une dépression. Il y en a qui vont même jusqu'à pire. Donc non, au bout d'un moment, faut savoir s'écouter. En fait, il y a deux trucs. Il y a aussi une différence de génération. C'est-à-dire que nos parents qui viennent ici ou mon daron, il a pas trop fait d'études ou quoi, tu vois, c'est difficile pour eux de se projeter et de se dire, ouais, il y a des choses qui sont faisables, tu vois. Ou quand tu viens d'un pays étranger, la première question, c'est comment on remplit le frigo. Tu dis que, bah vas-y, mes enfants, je vais leur faire graffir un échelon. Et en vrai, ils ont réussi, tu vois. Et le fait que j'ai continué les études, machin et tout, ça m'a amené aussi une certaine rigueur de travail. Ça m'a amené des choses, tu vois, que je peux pas retirer. Mais c'est vrai que ils avaient pas aussi cette vision ou ce truc possible de ok, tu peux t'épanouir dans autre chose. Pour eux, c'est ok, tu vois, nos darons, ils pouvaient avoir un taf pendant 40 ans, c'est le même. Ouais, sauf que le monde a changé entre-temps. De fou. Et donc des fois, ils comprennent pas que ok, mais tu sais, juste faire de l'oseille, c'est pas aussi le bonheur. Moi aussi, je prends du kiff en découvrant des jeunes artistes, en les accompagnant. Moi, je kiffe de ouf, tu vois. Après, bien sûr, il y a l'aspect financier, il faut remplir ton frigo, payer ton loyer, machin et tout, tu vois. Mais je pense qu'on a une génération où on a envie de faire ce qui nous plaît. Tu vois, et on prend plus le risque, et encore plus les jeunes maintenant. Je trouve que c'est fantastique, tu vois, t'as des petits jeunes, je sais pas, ils vont lancer un business, ils ont 18 ans de resell de basket. À 18 ans, qu'est-ce que j'avais comme, tu vois, en plus, moi, je viens de loin, donc à 18 ans, quelle idée je vais avoir d'eux. Et donc, ils sont super connectés, et ça ouvre plein de possibilités. Et t'as raison, en vrai. Tu vois, les parents étaient aussi, avaient leurs envies qui te les projetaient aussi en toi, tu vois. Et ce qui a changé entre le monde de nos parents et notre monde actuel, c'est que avant, il n'y avait pas autant d'opportunités pour gagner des thunes. Aujourd'hui, tu peux gagner des thunes de chez toi. Ouais, d'ouf. Il existe aujourd'hui 1 million de méthodes pour gagner des thunes. C'est-à-dire que des fois, je me lève le matin et je scrolle malheureusement sur mon téléphone et je vois un mec qui a réussi à faire des thunes avec quelque chose d'absurde. De ouf. Le mec, il vend des chaussettes depuis chez lui. Ou il y a un mec qui fait des millions sur Vinted. Il achète un peu dans le même délire que toi, il achète et il revend, mais sur Vinted. Qui l'eût cru qu'un jour, quelqu'un ferait moi, quand j'essaie de vendre un truc sur Vinted, je fais 2 € maximum. Lui, il fait des marges incroyables. Le mec t'envoie des messages pour te dire, vas-y, fais un rabais. Et toi, t'as tellement envie de le vendre que tu dis, vas-y. Vas-y, tu le vends à 30 centimes le bail. C'est-à-dire que même l'export, l'envoi de ton colis coûte plus cher. T'es à perte. Laisse tomber. Aujourd'hui, il existe, et ça, nos parents, ils en sont pas conscients. Il existe des millions de manières d'être heureux. De ouf. Et de gagner son pain, en fait. Et c'est pour ça, faut encourager les enfants à tester, à y aller, à se casser la gueule, de ouf, ou peut-être à réussir, et c'est eux quand ils vont réussir qui vont t'apprendre une leçon. Mais tu sais quoi, l'échec, c'est le truc le plus formateur qui existe. De ouf. C'est-à-dire que si demain, si Dieu veut, j'ai des enfants, si t'as envie de faire, fais. Sois le meilleur dans ce que tu vas faire, et ça c'est aussi familial, tu vois, d'une rigueur de travail, quelque chose qu'on impose et que ma mère nous a imposé, tu vois. Tu veux faire quelque chose, en tout cas dans l'école, sois le meilleur. Bon, je sais pas forcément. Dans la limite du moral, hein. Oui. Faut pas que ce soit comme la meuf là qui allait coucher avec 100 hommes en 24 heures. Oui, non, ça non. Sois la meilleure dans ce que tu fais. Calme-toi quand même. Mais en tout cas, si tu... respecte le périmètre de la morale, parce que, ok, 1000 garçons en 24 heures. Tu peux pas avoir les parents qui applaudissent. Laisse tomber, ça, ma fille. Je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que tu serais la meilleure. Non, dans la limite quand même de respectable. Mais tu vois, le resto,
il y a aussi un truc qui est assez marrant dans la manière dont en France est perçu l'échec par rapport à d'autres pays. J'ai fait le resto, au bout d'1 an et demi, je l'ai revendu. Ouais. Dis-toi, j'ai même pas revendu et c'est liquidation. Donc, je crois que tu m'avais expliqué. Ça veut dire que j'ai tout perdu. En vrai, tu vois. Quand tu passes à ça, les gens vont dire bon, ok, on fait le bilan. Ok, c'est un échec en fait. Mais gros, pendant 1 an et demi, j'étais mon propre patron. J'ai géré des employés. Tu vois, j'ai monté des événements, j'ai connecté avec des gens, j'ai travaillé avec des marques. Et ça, tu peux le valoriser fois 1000 après. C'est-à-dire que tous les échecs que j'ai eus, au final, ils me servent aujourd'hui pour ce que je fais. Et maintenant, je suis capable de gérer une entreprise ou plusieurs, parce que je suis actionnaire sur d'autres bails, tu vois, et de savoir, ok, ça c'est une connerie. Si on va là-dedans, on va se planter la gueule. Mais parce que je me suis planté avant, tu vois. Et ce truc-là d'échec, je pense que on ne met pas en avant. Si t'as envie de faire, fais. Et même en vrai, tu me prends tous les mecs qui ont des grosses entreprises aujourd'hui, que ce soit des Elon Musk, des ceci, des cela. Le patron de Steve Jobs, Apple, il a failli planter son entreprise. On te le part, c'est le côté un peu, ouais, c'était cool, tu vois, d'expliquer qu'il a survécu à ça et il a fait son truc. Mais en vrai, l'échec, c'est trop important. Il faut te péter la gueule et même en vrai, même toi, dans l'écriture, tu vois, t'écris, ça marche pas. Ok, je reteste. Mais si t'arrives et que juste t'écris et tu dis, ok, c'est bon, j'ai la bonne version, j'y vais, tu vas te prendre une tartasse. Et le public va vite te le rappeler, te dire, va travailler. Voilà. Reviens quand tu seras un peu plus musclé. Voilà. Hein? Reviens quand tu seras faire 10 pompes. C'est qui le suivant? Okay. Ils avaient pas dit qu'il y avait Gad Elmaleh sur le line-up ou Parce que je pense qu'il y a Paul Mirabel qui est là. Il y a Paul Mirabel, je crois. Mais c'est la même règle pour Paul Mirabel après. Hein. S'il est pas musclé, il va se casser, la gueule après sur scène. Et puis finalement, en fait, tes échecs ne sont pas des échecs. Non, pas du tout. Tes échecs sont en fait des leçons de fou qui te permettent aujourd'hui de ne plus faire les mêmes. Il faut juste, comme tu dis tout à l'heure, de prendre le courage du départ de vas-y, je prends le risque de, tu vois. Parce que c'est ça en fait qui va. Tu vois, par exemple, je prends le cas de Nordine, 17 ans, il monte sur Paname. C'est un Bordelais, frère. Ouais. Quel bail. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu peux le décupler à tous les artistes ou tous les mecs. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, vas-y, pour une raison X ou Y, vas-y, je vais prendre le pari de, tu vois. Et c'est juste qu'à un moment donné, ils ont pris leur couille, tu vois. Et ils ont essayé. Et ça, c'est, pour que ce soit dans le stand-up ou pour tout le monde, en vrai. Tu vois, t'as envie de faire un truc, fais-le. Si t'as tes craintes, essaye tu dis, ouais, mais je vais pas prendre d'oseille, je machin et tout. Aujourd'hui, t'as 10 000 manières de pas te lancer dans l'inconnu. Tu montes un statut auto-entrepreneur, tu peux bosser à côté. Si t'as envie de vendre des chaussettes, comme tu disais tout à l'heure, fais-le petit à petit. Vends 3-4 chaussettes, ça marche. Ok, j'ai fait un peu de lové. Combien je peux faire? Est-ce que je peux m'arrêter de bosser maintenant? Ok, vas-y là. Petit à petit, j'ai installé un truc. Je connais mes méthodes et après j'y vais. Tu vois? Mais faut juste donner la force d'eux et la vie. Après, c'est du bonheur quand tu fais ce que tu kiffes en vrai. Est-ce que tu gères chaque artiste de la même manière? Non, pas du tout. C'est impossible. C'est des êtres humains, frère. En face de toi, t'as des humains avec des peurs, des craintes, tu vois. Et donc, chaque artiste se gère différemment. Et surtout, t'as d'une part le niveau de carrière où il est, où en fait, il y a des exigences, il y a des implications. Quand un artiste, il débute, c'est au final, t'investis du temps en te disant, ok, vas-y, on va essayer de te construire toi et de savoir qui tu es. Parce qu'en fait, ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est se ressentir dans l'artiste. Ouais. Mais pour se ressentir, faut se connaître soi-même. Donc c'est beaucoup de discussions, et de soulever des craintes. Ouais, mais là ça marche pas, c'est pas grave. On avance petit à petit. Et après, des mecs qui sont plus installés, on se connaît, il y a la feuille de route, elle est précise, tu vois, par rapport à ce qu'il veut faire, où il veut aller. Et donc du coup après, vas-y, ça déroule, tu vois. Mais chaque artiste est une personne unique, tu vois. Et même à des artistes qui sont à des niveaux de carrière plus ou moins similaires, tu vois. Par exemple, je prends le cas de Nordine et Nino qui sont en train de tout arracher en ce moment. Ouais, tu vois. Ça marche très bien pour Nino. Tu vois. Et Nordine. Ouais. Tu vois. Et les deux, je leur parle pas de la même manière. Tu vois. Parce que je sais que Nordine, il y a des points d'attention. Nino, il y a des choses qu'il veut pas faire. Tu vois. Et donc, je respecte. Moi, je suis juste là pour les aiguiller et leur dire, ça, je le sens pas. Ou, vas-y, ça, tu veux le faire? Ok, essayons de le faire de la meilleure manière possible. Tu vois. Et après, on avance. Est-ce que tu reçois des messages d'artistes débutants
Non. Qui veulent bosser avec toi ou comment ça se passe? En fait, je reçois pas de messages d'artistes parce qu'en fait, je suis assez, je pense que les gens savent pas ce que je fais. Ouais. Peut-être qu'après cette vidéo, mais de ouf. Mais oui, c'est vrai que toi, t'es connu du milieu. C'est ça. Peut-être pas des professionnels et des artistes, en fait. Ouais. Et en fait, les gens. Mais des artistes de ta génération, je pense. Je pense que si t'arrives au Paname, par exemple. C'est ça. Et qu'un artiste te croise, il sait pas forcément. Moi, les petits jeunes du Paname, ils me disent, ouais, tu joues à quelle heure? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils me voient souvent là-bas. Ils savent pas qui je suis, ils me voient, on va se check, donc ils disent, mais il connaît Dikosh, mais il connaît un tel. Ok, d'accord, ça va être un mec qui est installé. Peut-être il joue, mais je l'ai jamais vu. Je vois tu joues à quelle heure et tout. Je reçois même des messages de programmateurs, frérot. Mais non! La tête d'homme. Ils sont perchés, les programmateurs. Il y a 4 jours, un programmateur, il me dit, donne-moi tes tarifs et si tu veux venir jouer 5 minutes. Je dis, mais il a pété un plomb. Mais non! Tu vois? Mais du coup, non, je reçois pas de demande. Après, c'est plus, quand je suis sur des événements ou quand je suis sur des shows et que il y a des gens qui participent et ils voient que je bosse avec un tel, c'est pas forcément des appels de pied, mais en mode si t'as du temps, j'aimerais bien que est-ce que tu peux voir ça ou est-ce que ça t'intéresse, tu vois. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Il y a des profils que je trouve super intéressants, tu vois, si on parle en termes de carrière, d'énergie, ce qui dégage sur scène. Mais là déjà, j'ai un gros pool d'artistes. Et je peux pas faire rentrer quelqu'un de plus parce que en fait je le négligerais. Ouais. Tu vois. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, de me dire t'as vu eux ils sont en pétard. Vas-y toi t'inquiète on se voit demain. Tu vois. Samy Bell et Boris Chelin qui sont au début de leur carrière. Aujourd'hui je peux leur consacrer du temps. Tu vois. Ok Stan on a envie de faire ça. Ok qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Venez viens on se voit on prend un café on prend 3 heures on essaie de définir 2-3 trucs on les met en place. Ça je peux le faire. Demain si je fais rentrer d'autres personnes je vais devenir une usine et j'ai pas envie que tu sais il y a un truc qui est trop important c'est comment les gens te voient et ce qu'ils vont dire de toi. Parce que dans notre milieu au final moi le truc le plus important pour moi c'est mon Fontel en vrai. Parce que j'ai tous mes contacts dedans machin et tout. Mais si les gens ils commencent à dire ouais mais Stan laisse tomber, travaille pas avec lui c'est une galère. Petit à petit en fait finalement je suis mort moi. Parce que j'ai pas de référence. Tu vois, je suis un petit jeune au final, par rapport à toutes les grosses institutions, moi, je suis indépendant. Je suis pas un gros producteur, je suis pas, tu vois. Donc, c'est trop important et puis même, c'est ma nature, que ça se passe bien avec les gens avec qui je travaille. Même si, tu vois, je travaillais avec Anne Boissard, ça s'est arrêté, tu vois. Ça s'est arrêté, mais en bon terme. C'est quoi, on n'arrive pas à bosser ensemble et j'arrive pas à te développer parce que, voilà, plein de choses, tu vois, qui sont peut-être dues au patriarcat, au truc, tu sais, c'est une meuf très libérée, machin et tout, tu vois, son propos il est super intéressant, mais quand elle arrive sur scène, elle dit ouais, je veux sucer mon pote, tu sais, moi je suis là en mode ouais, je comprends là où tu veux aller, mais je suis pas encore assez déconstruit pour t'aider, pour te dire vas-y, je te pousse à fond là-dedans et ça on peut le faire. Tu vois, j'ai toujours avoir un espèce de recul de mec, un peu de ouais, mais t'es sûr de ça? J'ai dit en vrai, tu vois là, je vais peut-être plus te bloquer que te faire avancer. Ben du coup, j'ai dit tu sais quoi, je vais te trouver des gens avec qui travailler. Je me suis pris la tête, j'ai trouvé une prod, tu vois, des filles top, tu vois, qui compris son message et qui arrivent à la faire bosser. Et vas-y, tiens, va avec. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Tu vois. Ouais, c'est plutôt noble de se rendre compte que tu serais plus un frein qu'un accélérateur de particules pour elle. Ouais. C'est ça. Et d'en prendre conscience et de lui dire, quoi. C'est ça. Il faut transmettre le bébé, pas juste pour la garder pour faire des culturels. C'est ça, te dire, tu sais, vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui, si on est très honnête, si t'es une fille forte dans l'humour, tu peux vite passer des étapes. Parce qu'en fait, sur des plateaux, il faut, quand tu es sur les plateaux télé ou des émissions, ceci, cela, il faut une femme. Ouais. Ou 2, ou 3. Normalement, il faudrait 50-50, mais on n'en est pas encore. Il faut une femme. Il y en a pas beaucoup. Ouais. Tu vois, il y en a moins. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur les plateaux. Et donc, du coup, si t'arrives à un peu déclencher un truc, ça peut aller très, très vite. Tu vois. Donc, j'aurais très bien pu me dire, OK, elle est bien. On a réussi à la mettre en télé, chez Camille Combal, chez machin. OK, vas-y, tu sais quoi, je la garde, moi. Non, frère, à un moment donné, je sais que je vais pas réussir. Ah, mais tout le monde n'a pas cette sagesse, j'ai envie de dire. T'as des managers, c'est des requins, ils sont là juste
pour t'aspirer, pour sucer ton sang, pour prendre ouais, ton jus, ouais, tes thunes, et après se barrer, parce qu'il faut pas oublier que le manager, il doit se rémunérer. Que lui aussi, il doit remplir son frigo. C'est du business. Ça reste du business, effectivement. Peut-être que la différence que j'ai, sans vouloir faire le mec, genre, je suis extraordinaire et tout, c'est que moi, j'ai grandi avec tous ces gens-là. Ouais. C'est des gens avec qui j'ai passé 4 ans de ma vie. En tout cas, les stand-uppers qui se découvrent, tu vois. Moi, je suis de la génération où il y avait le Whoop, Fari, enfin, c'était le Paname, c'était une MJC. Tu vois, je me souviens très bien. Tu vois, tu te rappelles de cette époque, c'était incroyable, tu vois, ça restait jusqu'à les 3h du mat, ça allait même pas en soirée, on restait au Paname, on jouait au Uno. C'était une période qui était incroyable. Et en fait, ces gens-là, je me suis lié d'amitié, d'affection pour eux. Mais aujourd'hui, je suis le plus grand des fils de pute si je vais essayer de mettre des douilles à des gens, tu vois. Et donc, j'ai ce truc de, vas-y, tu sais quoi, il y a de l'oseille à faire. On va pas se mentir, sinon je le fais pas. Il y a de l'oseille à faire, mais en même temps, si je peux vous aider et si je peux vous cadrer les choses pour que vous arrêtiez de vous faire avoir, bah, vas-y, venez, on marche ensemble. Tu vois. C'est un peu le projet, quoi. Et c'est quoi ton approche financière? Parce que là, il y a une vraie question. Si on doit vraiment parler des vrais sujets, des pépettes, des loaves et des latines, de l'argent. Attends, je me redresse. Non, parce que ça doit être particulier. Parce que là, tu connais les personnes Est-ce que toi, tu travailles? Parce que moi, je sais structurer ma question. J'aime bien aller dans tous les sens. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai travaillé avec des agents et des managers. Certains aiment formaliser les choses par écrit. D'autres préfèrent se dire, en vrai, l'écrit, il sert pas à grand chose. Viens, on s'arrange entre nous dans le sens, il y aura pas d'écrit, on va bosser ensemble. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne, on reste ensemble. Et si ça fonctionne pas, bah c'est pas grave, on se séparera. Toi, comment tu gères toi l'aspect financier, parce que finalement c'est le nerf de la guerre, et puis finalement c'est autant ça peut mettre une relation dans de très bonnes conditions, comme ça peut la détruire. Moi, je suis très transparent avec les artistes avec qui je travaille. C'est-à-dire que si c'est le rôle de manager, agent, je te place sur un truc, quoi, ok, je prends 10%. Et je pense pas le moins cher du marché, mais ça peut monter, enfin c'est comme la série, tu vois, 10%, il y en a qui prennent 15, il y en a qui prennent 20. Si par exemple ça peut être des OP sur des pubs, ils vont prendre plus cher ou quoi, c'est 10% flat. Et tout ce qui rentre, je prends 10%, tu vois. Hormis après, tout ce qui est comédie club, machin, ça, je vais pas commencer à pinailler sur t'as pris 80 € de cachet ici, du coup tu me dois 8 balles, tu vois. Mais dès qu'on commence à faire rentrer des sous, je prends 10%. Et j'ai la casquette aussi de producteur. Et donc après, quand je lance des artistes et que je produis le spectacle, je fais un 80-20 ou 80 pour l'artiste, 20 pour moi. Ça me rémunère le temps que je passe dessus. Et en réalité, c'est pas assez. Tu vois, parce que sur des petites jauges, tu prends pas beaucoup d'oseille, mais c'est un investissement. Et je veux leur amener aussi le côté regarde comment est le business, je te montre comment est un deal de production, là où tu prends de l'argent, là où tu en perds. Et tu vois, pour qu'en fait aussi ils soient autonomes. Tu les formes, quoi, en fait. C'est de la formation. Parce que donc pour en revenir à ta question, c'est j'ai pas de contrat avec les artistes, c'est à la confiance. À la confiance. En vrai, je me dis aussi un truc, c'est que si demain ça doit s'arrêter, je vais faire quoi? Je vais dire ouais, t'as vu, t'avais fait une OP pour machin et du coup machin, ou t'as vu le spectacle et tout. Il fait ce qu'il veut en vrai. Tu vois, s'il a envie d'arrêter avec toi, bah va. Et je me dis aussi, il y a un truc, c'est que si je l'ai fait une fois, je suis en mesure de le faire 2 fois. Je l'ai fait avec un artiste. Je dis pas que j'ai la recette secrète parce que chaque artiste est différent, mais j'ai confiance en mon potentiel. Donc si j'ai réussi à le faire avec un, et ben vas-y, c'est pas grave. Si on doit s'arrêter, on s'arrête. Juste on s'arrête en bon terme, tu vois. Après ça m'est jamais arrivé, tu vois. Mais peut-être que je me prendrai la tête avec des gens. Et donc du coup c'est vraiment à la confiance, et c'est 10%, c'est la part du manager, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, sur de la production, ce que je fais en général, c'est que quand un artiste débute, je le produis, j'ai la licence, on fait son petit spectacle, etc., etc. On essaie de bosser le spectacle. Et une fois que ça commence à marcher, moi, je vais aller voir des prods avec l'artiste et on va négocier un bon contrat. Ah, ok. Toi, tu l'accompagnes jusqu'à ce tu le fasses rentrer en production, en fait. Ouais. Et mais après, je reste avec lui. Mais parce qu'en fait, je sais aussi mes limites. C'est-à-dire que demain, tu me dis, ouais, je vais faire une tournée de 150 dates dans toute la France. Non, Je vais être mytho, tu vois, ou je vais mal le faire, ou je vais oublier des dates, ou je suis pas en mesure de le faire, tu vois. Donc tu connais tes limites. Je sais et puis je sais aussi que c'est pas un truc qui me
qui me fait kiffer fondamentalement. C'est très chronophage de gérer des dates de tournée, d'appeler des mairies, de machin. Donc, ok, t'as des tourneurs, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Peut-être que demain, ce sera autre chose, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas un pan de ce métier qui me fait kiffer. Donc, bah, vas-y, on fait nos petites tournées. Tu vois, Ray, il voulait bosser le spectacle. On a fait une tournée des comédie club. Vas-y, on l'a fait en tranquille. Je te prends les VHR, on fait les contrats. Mais après, je t'explique aussi comment t'as fait rentrer de l'argent, ce qui va dans ta poche et pourquoi ça, on a payé un tel, pour que quand toi, plus tard, tu vas aller signer avec une prod, quand tu vas t'asseoir et qu'il va t'expliquer son contrat, tu puisses lui dire, je serai là, mais que tu comprennes quand je dis ça, c'est de la merde. Ça, on veut pas. Parce qu'en fait, là, cet argent, il va dans ta poche et pas dans la poche de l'artiste. Tu es en mesure de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, il y a cette notion de business que les artistes n'ont pas. Tu vois, il y a ce truc de... J'allais en revenir après, c'est marrant. Ah. Non, vas-y. Il y a ce truc de... On fait de l'art, c'est cool, on joue en comédie club, il y a un peu d'argent, mais une fois que tu as le spectacle, on gagne de l'argent comment? L'artiste, il le sait pas. Et après, ils vont signer des contrats avec des boîtes de prod, où ils ont l'impression, parce qu'ils y connaissent rien, de se dire, OK, c'est un bon contrat. Mais sauf que ils font une erreur, c'est de pas se renseigner. C'est-à-dire que demain, t'achètes une voiture, tu vas avec un pote à toi qui connaît la mécanique. Demain, tu vas acheter un appart, tu vas aller voir la ville, tu vas aller demander à des bureaux de tabac, et c'est comment le quartier? Pourquoi quand tu signes un contrat avec une boîte de prod, le mec, il te dit, voilà ton contrat, j'ai le meilleur contrat, je te le propose, tu dis OK tout de suite et tu signes. Et 2 ans après, tu vas venir te plaindre auprès de tes copains en disant « Hey, il m'a niqué, j'ai signé un vieux contrat, c'est un voleur. » C'est pas un voleur. Il t'a donné un contrat, tu l'as signé. Respecte tes engagements. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que il y a un vrai travail de comprendre aussi ce que tu signes. Un contrat, aujourd'hui, ça t'engage sur 3 ans. Tu vois? Et donc, 3 ans de ta vie, tu vas les mettre dans... Enfin, jamais, pour aucun autre truc, tu vas mettre 3 ans de ta vie sur OK, je te fais confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est important aussi de les sensibiliser là-dessus. Tu vois? Parce que le moment où ça pète, un artiste, bah, t'as tout le monde qui vient. Bien sûr. Tu vois? Ah, j'adore ce que tu fais. Un tel, bah, vas-y, viens. On voit, t'as vu? Moi, je te propose ça et tout. Ah, c'est trop bien. T'as vu? Ils allaient me faire une avance mais une avance, elle va la récupérer, son avance. C'est pas ça qu'on veut. On veut que quand on fasse la répartition, le gros du gras des recettes, elles aillent dans ma poche. Parce que c'est moi l'artiste. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. D'autant plus que, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est toi l'artiste. C'est toi qui fais vendre des places de spectacle. Alors comment tu m'expliques que ton producteur, il prenne plus que toi? Moi, j'ai pas de problème avec les producteurs. Je bosse avec eux. Je sais comment ils fonctionnent. Mais c'est juste que, venez, on essaie de remettre ça dans l'ordre. De partager le gâteau de manière équitable. Souvent, les producteurs ont le gâteau parce que justement les artistes n'ont pas fait le nécessaire en amont pour pouvoir être à la table lorsqu'il faut partager les thunes. Et pendant longtemps les producteurs, je pense, faut pas de toute façon ils ont fait les choses correctement. Ils ont présenté effectivement des contrats à des artistes, pas tous bien entendu, mais les plus véreux d'entre eux, ils ont présenté des contrats à des artistes. Et sur le contrat, effectivement, ils avaient 3/4 du gâteau. Ils nous ont fait des Obélix dans Astérix et Obélix. Cléopâtre. Là, tu coupes. Tiens, prends la part, moi je prends le reste. Et forcément, oui, mais si t'as signé. Mais t'as signé. Là, c'est comme quand tu vas signer un CDI. Mais de fou. Et regarde, quand tu vas signer un CDI, quand tu vas faire une proposition de taf, tu négocies ton salaire. Pourquoi tu m'expliques que quand un mec il arrive et qu'il te propose un contrat, tu le négocies pas? Pour ton bien, pour ton art et pour les 3 ans qui arrivent. Mais souvent, Stan, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation dans le sens où souvent les artistes sont des artistes. À l'époque, même avant, un artiste, c'était un artiste. C'était quelqu'un de foufou, qui regardait un peu partout, qui s'en battait les couilles, qui regardait même pas, qui payait même pas ses factures, qui vivait dans la rue, enfin, peu importe, avait plein de profils d'artistes. C'était un peu ça la substance même, l'essence même de l'artiste. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux être un artiste aujourd'hui, un artiste ne doit pas se contenter d'être un artiste ou de créer des œuvres. Un artiste aujourd'hui doit être aussi un entrepreneur. Bien sûr. Un artiste aujourd'hui doit être capable de communiquer, doit être capable de marketer son produit. Si tu aimes ce genre de contenu, tu connais le refrain, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Tu peux aussi soutenir le podcast en participant à la cagnotte Tipeee. On est plusieurs sur cette chaîne
à travailler dessus. Ça demande du temps, de l'énergie et comme toujours, des pépettes. Très bonne nouvelle. Après plus de 10 ans à saigner les scènes parisiennes, j'arrive un peu partout en France. Le lien est aussi là, juste en bas. N'hésite pas à cliquer et à prendre tes places. Et si tu veux rester en contact avec moi et recevoir du contenu exclusif, n'hésite pas à remplir le formulaire Tali. Le lien est en description. Aujourd'hui, un artiste peut se contenter d'être moyen artistiquement s'il est excellent en communication et en marketing. Tellement le monde a changé, en fait. Aujourd'hui, c'est même pas tu peux ne pas faire partie des meilleurs et être celui qui est le plus connu, tu vois ce que je veux dire? Et c'est plutôt cool parce que ça redistribue les cartes, ça donne la chance un peu à tout le monde. Mais beaucoup sont restés en 2020, 2025, des artistes à l'ancienne. Ouais. Mais regarde. Malheureusement, c'est dur d'être un artiste à l'ancienne aujourd'hui dans un monde où tout est régi par les thunes. En fait, et où en face de toi, t'as des requins. Il y a deux trucs, c'est que, comme tu dis, le monde change. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, t'es capable de remplir une date avec une story. Si t'as suffisamment de gens qui te suivent. Du coup, ça redistribue. Ta carrière peut faire ça. C'est ça. Et ça redistribue aussi les cartes avec ta boîte de prod. C'est-à-dire que, les boîtes de prod traditionnelles sont dans ce schéma-là avant, il était normal, on peut mettre des guillemets, mais il était plus ou moins normal ou compréhensible, entendable que une boîte de prod prenne plus que toi. Parce que tu viens de nulle part, t'as pas accès aux médias, t'as pas accès à la radio, t'as pas accès à la télé, c'est moi qui vais te faire. Mais on est d'accord, avant, il y avait un travail de fou, de management, de carrière, où il démarchait, où vraiment tu prenais un produit que tu avais planté, une graine que tu avais plantée, et tu l'emmenais jusqu'au printemps, jusqu'à ce qu'elle produise des fleurs. Alors que aujourd'hui, le monde, il a changé. Aujourd'hui, la plupart des producteurs arrivent au moment où le mec a un buzz. Limite, t'es même pas reçu à la table du producteur. Des mecs comme toi, ils sont rares aujourd'hui, qui prennent des Boris au moment où ils sont tout petits. La plupart des producteurs, ils viennent toquer à ta porte une fois que t'as des followers. T'es programmé sur une télé parce que t'as des followers. Bien sûr. Le monde, il est en train de changer. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, mais t'as complètement raison. Le travail de production change, mais du coup, ce qui explique aussi que quand je travaille avec un artiste, je lui dis, ton deal, c'est toi qui vends des tickets. Donc, ok, il t'accompagne. Il faut pas non plus tirer un truc un peu dramatique de tous les producteurs. Il y a des petites prods qui sont encore plus ou moins indépendants, qui vont aller chercher des talents, les accompagner, etc. Ça existe, tu vois. Ça existe, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Maintenant, c'est vrai que les grosses productions, ils vont attendre c'est quoi le buzz? Ah, tiens, lui m'intéresse. Ou potentiellement, lui, il va avoir de l'exposition. On fait un déj qui va mener à rien du tout. Et j'en ai fait. Tu vois, on fait un déj, t'es bien, t'as fait ci, j'ai vu, j'adore ce que tu fais et tout. Après, ils vont attendre. Bon, c'est comment pour tes dates et tout? Fais tes dates. Et puis quand t'es bien structuré, tu m'appelles. Et dans la tête de l'artiste, cette grosse boîte de prod, quand il était personne, elle l'a vu. Elle est venue le voir. Donc, ils ont semé leurs graines. Et puis, en fait, après, je vais signer avec eux parce que eux, ils m'ont suivi quand j'étais personne. Frérot, ils ont payé un déj à 40 balles. De quoi tu me parles? Moi, c'est plus, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est plus moi, je suis plus dans l'état d'esprit où, si tu n'as pas cru en moi quand j'étais petit, pourquoi tu viens toquer à ma porte au moment où je suis gros? Mais ça, avec le temps, je me rends compte que, oui, mais, quand t'étais personne, personne n'est venu toquer à ta porte, personne n'est venu toquer à ta porte parce que tu n'avais rien proposé, tout simplement, à ce moment-là où tu n'étais peut-être pas assez connu. Je pense et c'est pour ça qu'il faut savoir dissocier l'émotionnel du professionnel et du business. En vrai, ça reste que du business. Et le problème, mais le problème, c'est que l'artiste, c'est que de l'émotion. Bien sûr. Un artiste, il est rempli d'émotions. Bien sûr. Et il fonctionne qu'à l'émotion. Et c'est comme ça qu'il arrive à créer des œuvres extraordinaires. Ouais. Et le problème, c'est que, il a pas cru en toi quand t'étais personne, mais aujourd'hui que t'es quelqu'un, lui, il a une machine assez grosse pour te faire aller loin. Et c'est pour ça que des fois, c'est la réflexion que j'avais, tout à l'heure quand tu parlais, c'est, en vrai, aujourd'hui, l'artiste doit savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Et savoir, quand t'es un artiste, tu dois savoir aujourd'hui constituer ton équipe, en fait. De fou. Comme une composition que tu fais pour le foot. Mais avoir un manager
avec qui tu t'entends bien, avec qui tu partages des valeurs, avec qui tu délires, peu importe, une personne que t'aimes bien et que tu peux avoir tous les jours à côté de toi parce que le manager tu le vois souvent, mais que cette personne soit garante de tes de ton business en fait, que ce soit ton entre guillemets ton chien de garde entre guillemets dès qu'il y a un requin qui veut rentrer sur ta propriété, parce que finalement une boîte de production derrière, elle aussi, elle est en face de ses réalités. Elle doit elle aussi payer des factures, elle doit aussi payer. Donc t'as des employés, enfin tu vois, c'est des grosses machines. Voilà, c'est une machine. Et donc quand il y a un steak au milieu de nous deux, on va se le déchirer le steak, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui sont formés, dont c'est leur cœur de métier, qui ont les compétences, qui vont te faire gagner du temps et qui vont te protéger. Mais le problème aujourd'hui, c'est que il y a pas de formation pour être manager. Non, il y a pas de formation, mais toi, t'es déjà plus ou moins formé dans le sens où tu viens d'une école de commerce. Ouais, je me suis formé, mais ça tu connais la loi du business. Je connais le business, mais t'apprends sur le tas, et les contrats, je les ai appris avec le temps. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué. Tu sais, des fois, par exemple, tu vas signer avec une boîte de prod et ils vont te dire, ouais, on va te mettre quelqu'un pour te manager. Tu vois? Et en mode, t'inquiète. Il va s'occuper de toi quand t'auras ci, t'auras ça. Mais sauf qu'en réalité, c'est des faux bons plans. Parce qu'en fait, il défend l'intérêt de la boîte de prod. Et encore une fois, je dis pas que les boîtes de prod, c'est le diable. Tu vois? Il y en a des très bien avec qui tu peux avancer et qui, quand tu vas avoir des idées, vont te suivre. T'as envie de faire une date? Tu sais quoi, on va pas prendre d'oseille dessus, mais pour ton bien, pour ta carrière, vas-y, let's go. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué de trouver des gens qui t'encadrent ou qui vont être avec toi. Tu sais, c'est comme l'agent de foot. Tu vas prendre ton père, ton pote, parce qu'il est là et tout. Mais à un moment donné, quand on va parler de business, ton pote, est-ce que c'est suffisant? Tu vois. Mais qui est formé aujourd'hui pour être manager d'artistes? Tu vois. Et c'est comme, en fait, il y a un vrai parallèle avec le milieu du foot, le milieu du rap et le stand-up. C'est des milieux artistiques. Il y a beaucoup de gens qui veulent être dans l'élite. Il y a très peu d'élus. Et autour, il y a de l'oseille. On va pas se mentir. Aujourd'hui, un spectacle, tu peux prendre beaucoup d'argent quand ton spectacle fonctionne. En plus, maintenant, il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où tu as des followers, tu peux gratter une petite OP, tu peux être ambassadeur de machin. On va t'appeler pour un plan à Monaco, à ceci, à cela. Il y a des tales, tu vois. De fou. Et donc, du coup, le réel truc, c'est comment s'encadrer de bonnes personnes. Il y a des gens comme moi, tu vois. Je suis pas le seul à le faire, tu vois. Dans une moindre mesure, t'as une Valentine Mabille qui s'occupe beaucoup de femmes, tu vois, ou même de Lou Trantignon, tu vois, toute cette typologie d'artistes. Et ou t'as Kaza qui s'occupe de Jérémy Nadeau, tu vois. T'as des gars solides, tu vois. Mais on est peu nombreux au final, tu vois. Mais du coup, c'est comment faire pour trouver des gens avec qui tu peux avancer, comme tu disais tout à l'heure, et qui vont vraiment défendre tes intérêts, tu vois. Et encore, comme tu disais, constituer une équipe, il y a moi, mais il y a pas que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te faut un monteur. Ouais, aujourd'hui, il te faut tellement de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ton pote qui filme, ou en tout cas un gars que tu filmes que tu vas payer, ou non, si c'est ton gars, est-ce qu'il va avancer avec toi? Mais quand tu débutes maintenant, faut plus être juste bon sur scène. Non, aujourd'hui, artiste, je te dis, aujourd'hui, tu vas être un artiste, faut que tu sois un entrepreneur de malade. C'est devenu incroyable et c'est devenu évident. C'est-à-dire que hier, on en parlait. Moi, je me souviens quand je commence les vidéos, je fais du stand-up. Moi, je commence par le stand-up, ensuite je vais vers les vidéos. Tout de suite, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je revenais dans les comedy clubs, les gens me regardaient genre, c'est le youtubeur qui arrive. Et aujourd'hui, t'as vu, en même pas 10 ans. Hein. 10 ans. Aujourd'hui, qui va se moquer d'un mec qui fait des vidéos sur Internet pour vendre son spectacle? Mais limite, on va te dire, t'es obligé des vidéos. Moi, je travaille avec des gars, avec tous que ce soit les Boris, les Samy. Mais pourquoi j'ai accepté de travailler avec eux? Quand je dis accepter, c'est pas genre je suis mais que j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel, c'est qu'il y a un potentiel comique. Et ils faisaient des vidéos, les mecs. Déjà de base, dans leur coin, ils faisaient des trucs et tout. C'était vraiment, mais en plus, ils ont une énergie qui est folle, tu vois. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ok, ça remplit des cases. Mais si demain, moi, tu me dis, ouais, j'écris que seul dans ma chambre, je veux pas et tout, je sais pas si je suis en mesure de te développer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sois ton propre média, tu vois, et c'est trop important. Et comme tu disais, il y a 10 ans, des mecs comme toi en mode, c'est le youtubeur ou c'est le machin. Quand j'ai commencé avec Nino, personne ne le regardait, Nino. Il arrivait, il avait 300 000 followers sur YouTube. Il arrive en comedy club, vas-y, mais c'est un hobby, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Vas-y, dégage le youtubeur. Frérot, aujourd'hui, on ouvre des zéniths.
tu vois, en 10 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est trop important. Parce que le calcul est simple. Avant, les producteurs étaient importants parce que les producteurs t'emmenaient vers la télé, vers la radio. C'est eux qui étaient devant la porte et qui t'ouvraient les portes. C'était eux l'intermédiaire entre les médias et le comédien. Quand on arrive il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans dans la comédie, t'es un Renoir ou t'es un stand-upper, tout simplement. Pas que Renoir, faut pas le laisser à ma condition de Renoir, mais même stand-upper, t'as difficilement accès à la radio. Parce que là, aujourd'hui, c'est devenu à la mode d'être un stand-upper à France Inter. Ouais. Et moi, c'était mon constat il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est facile, France Inter. Enfin, c'est facile. Oui, aujourd'hui, c'est logique d'avoir un humoriste sur une émission de radio. Mais il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas. Donc finalement, il y a 10 ans, tu commençais. Si t'avais pas un bon producteur, tu t'ouvrais des portes, bah, tu faisais rien, t'avais accès à rien. Et le vrai canal pour moi indépendant, c'était YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était un constat que j'avais déjà fait il y a longtemps. Aujourd'hui, tu veux être un artiste, comment tu fais pour vendre des places? De ouf. Comment tu fais pour vendre des places? Même si t'as le talent, tu peux être le plus gros talent du monde, si tu n'es pas exposé, tu vas vendre 0 place parce que tous les gens sont devant leur écran, ils te regardent même pas dans la rue. Les gens avancent avec leur smartphone, Les gens conduisent avec leur smartphone dans les mains. Comment tu vas remplir ta salle si tu n'es pas? Il y a une réalité, c'est que avant, il y avait la télé. C'était un passage obligé. Nino, on l'a jamais vu à la télé. Non, mais t'en as même pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en vrai, les gens se désintéressent de la télé. Et c'est leur vrai problème aujourd'hui. Tu vois, c'est comment on fait pour que les gens retrouvent des habitudes de consommation de télé et des horaires fixes de venez, il y a cette émission, tout le monde va se brancher dessus. T'as Amazon, t'as Netflix, je peux regarder YouTube quand je veux. T'as les shorts, t'as TikTok, t'as tout. T'as les et donc, aujourd'hui, la consommation, elle a changé vers le smartphone. Tout le monde est sur le téléphone. Et c'est d'autant plus facile pour vous artistes de dire en fait j'ai juste besoin d'être marrant moi, tu vois, et juste besoin d'être toi. T'es toi et tu peux remplir. Moi, la première personne qui m'a fait câbler là-dessus, c'est Camille Lelouch. On oublie, mais Camille Lelouch, elle a rempli un taquet de salles. J'oublie pas, moi. Tu vois, non, mais quand je veux dire on oublie pas, tu vois, mais c'est la première où je me suis dit en une story, elle mettait des stories, les gars, demain je suis à Montpellier. Elle remplissait des salles de ouf. Et ça a été cette période-là, les bascules un peu, tu vois, de se dire, en fait, maintenant, je peux tout faire tout seul. Alors, t'auras toujours besoin d'hommes de l'ombre. En production. Non, pour moi, tu vois. Exactement. Pour moi, ton équipe. T'as besoin d'une équipe, tu vois. Parce que, y a des choses que tu sais pas faire et que t'as pas à faire. Aller faire des déclarations SACD, aller payer les taxes de CNM, de machin, de trucs. Frère, c'est pas à toi de les faire, tu vois. Même si pour moi, tu dois t'y intéresser. Tu dois savoir. C'est pas à toi de le faire. Tu dois savoir que un tel te prend 3,5%, que tu vas avoir des droits d'auteur de tant de pourcents, que la mise en scène, c'est tant de pourcents. Tu dois connaître ton écosystème. Exactement. Tu vois. Mais, vas-y, gère ça. Fais mes trucs, mes déclarations à son truc, ok, je prends mes droits d'auteur, mes machins, ok, je peux acheter une maison demain? Ouais, vas-y, achète la maison. Tiens, on va te faire rencontrer quelqu'un qui va être un fiscaliste, qui va te montrer, etc., etc. Mais comment dire? D'une, tu dois comprendre l'écosystème, mais maintenant, tu dois être, comme tu disais tout à l'heure, maître de tout ce que tu fais. Parce qu'en fait, ce que veulent aujourd'hui les gens, et on l'a abordé un peu tout à l'heure, je sais pas si on va dans le bon sens ou non. Mais ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est plus savoir est-ce que c'est le meilleur humoriste. C'est juste, est-ce que je l'aime bien? Est-ce que je l'aime bien? Et moi, j'ai envie d'aller passer un moment avec toi. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on vend aujourd'hui. C'est un moment agréable avec un artiste. Ouais. Et donc maintenant, c'est, ok, il faut comprendre. En fait, il faut comprendre le monde dans lequel t'évolues. Soit tu deviens un boomer, soit tu essaies de comprendre et que les tendances, elles changent, t'acceptes qu'elles changent sans trop te travestir et tu peux faire quelque chose, ou sinon tu restes campé sur tes positions et tu deviens comme les rappeurs has-been de ouais, mais c'était mieux avant. Ouais, mais c'était mieux avant, regarde. C'est pas mieux avant, c'est différent. C'est différent. Et donc aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans en arrière, le stand-up a changé. Tu vois? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? C'est pas à moi de le dire, c'est le public qui choisit. Aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens, si tu me prends les plus gros vendeurs, tu vois, il y a beaucoup de gens pour qui c'est leur premier spectacle. C'est la première fois qu'ils vont. Paul Mirabel, il a amené des gens dans sa salle. Redouane, il a amené des gens dans sa salle qui n'étaient jamais partis voir un spectacle. Aujourd'hui, même Nordine, il y a des petits qui ont entre 18 et 25 ans qui ont jamais été voir un spectacle. Tu vois?
Et donc, en fait, c'est juste qu'ils ont créé une envie chez quelqu'un de se dire, OK, ce mec-là, je l'aime bien. Ce mec-là, il est marrant. Ça me donne envie d'aller le voir. Et c'est un travail de fond qu'ils font, comment dire, qui alimentera le monde de l'humour. Bien et sûr. Qui sera au bénéfice Bien sûr. d'autres artistes, Potentiellement, t'as des mecs qui sont partis voir Redouane pour la première fois de leur vie, ils sont cassés en deux sur le spectacle, et on dit, bah attends, et t'es trop bien, viens, on va voir un autre. Tu vois, donc c'est bénéfique à tout le monde. Mais c'est juste que ce truc de... Il faut, en fait... il y a l'exigence du texte. Ouais. Ça, c'est pour moi le fondamental. C'est on monte pas sur scène juste parce qu'on a des followers. Il y a parce qu'en fait le public. Il y a des gens après ça marche pas tout le temps. Il y a des gens qui sont cassés la gueule aussi pensant que c'était facile. Bien sûr. Mais tu regardes Koé, Arthur, ils sont tous montés sur scène en se disant ouais c'est bon, j'ai une audience. Détends-toi frérot, c'est un vrai travail derrière. Tu vois, il y a des années de vas-y tu vas te manger un bide, comment je construis ma vanne. Enfin tu vois. Mais il y a une condition de travail. Tu vois, vas-y, faut pas rien lâcher. Et tu regardes pareil, tous les plus gros vendeurs, que t'aimes ou non ce qu'ils font, c'est des bosseurs. C'est des acharnés de taf. Ça veut dire que quand tu les appelles à 8, 9 heures ou 10 heures, ils sont pas en train de roupiller. Ouais, allô? Ouais, on peut, ouais, ok, vas-y, c'est bon. C'est des acharnés de taf. Et après, ils ont craqué le code à leur manière. Il y en a pour qui ça va être une vidéo avec, typiquement, il y a quelques années, Montreux, c'était, quelque chose qui pouvait te faire péter, tu vois. Donc, bah, vas-y, t'as craqué le code avec Montreux, ou t'as craqué le code avec tes vidéos, ou avec un concept qui est propre à eux et qu'il faut pas forcément dupliquer. Parce que toi, en tant que jeune artiste, tu veux pas te dire, bah, vas-y, lui, il a fait ça, je vais faire ça. Non, fais un truc qui te correspond. Mais ils ont craqué le code, mais la valeur sûre, c'est le taf. Il y en a aucun qui arrive et qui dit, ouais, c'est bon, je suis connu et je monte sur scène. Ils se prennent tous des tasses. Ils vont tous se prendre une tartasse. C'est sûr et certain, tu vois. Mais ouais, les réseaux sociaux a permis à changer les modes de consommation. Heureusement, et donner, on en parle souvent ici dans ce podcast, et donner les réseaux sociaux ont permis en fait à beaucoup d'artistes d'exister, beaucoup d'artistes talentueux qui étaient dans l'ombre avant parce qu'ils n'avaient pas accès au schéma classique et ont eu la chance d'exister. Moi, ma carrière, la maison dans laquelle on est, je me la suis payée comme ça en fait. Belle maison. Merci. C'est-à-dire que clairement, là, on parle et c'est pour ça que j'aime bien ce podcast parce que ça permet de transmettre aussi le savoir. Moi, à partir du moment où, il y a 10 ans, j'ai compris ça, mec, ma vie, elle a changé du tout au tout en pas en une fraction de seconde. J'ai dû bosser, tu vois. J'ai bossé et tout, mais tout de suite, je voyais plus les choses de la même manière. Et je savais que qu'en ayant ma propre indépendance, je ne dépendrais par définition, je dépendrais de personne et je ferais mes thunes moi-même. Moi, ma peur, ma hantise, on a parlé encore la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'ai commencé le stand-up et c'est pour ça que j'ai mis du temps moi à commencer à vendre un spectacle. Tu vois, je vais commencer à le vendre que là cet avril là, au mois d'avril, je vais commencer à vendre un spectacle. Ma hantise moi quand j'ai commencé le stand-up, c'était d'avoir un spectacle prêt et de pas pouvoir le vendre en fait. Parce que vraiment il y a 10 ans sans Internet, tu ne vendais pas ton spectacle. Et c'est comme ça qu'elle a commencé, moi, ma carrière sur Internet. Parce que d'une, je voulais jouer, et secondo, parce que je me disais, si demain, ma passion c'est le stand-up, si demain je dois vendre des places, moi, Dicoche, jamais ils vont m'appeler à la radio, je suis pas assez connu, je suis pas Omar Sy, les seuls Renois qu'à la télé c'était Omar Sy, ou je sais pas, jamais ils vont m'appeler. Donc je me suis dit, vas-y, je vais commencer mon aventure Internet comme ça. Parce que ça va me permettre de jouer, et d'exister. Parce que même quand tu vas passer des castings, c'est dur à obtenir des castings. Quand il y a un seul rôle de Renoir, c'est dur d'obtenir des castings. Ça me permet de jouer. En plus de ça, je crée mon audience et je vais créer mon délire. Et personne ne sera là pour me brider. Puisque je serai sur YouTube, puisque je serai sur Internet. Et puis comme ça que ça commence. Et puis tu te donnes aux gens d'une certaine manière. C'est-à-dire que t'es accessible, tu vois, et t'es toi-même. Les gens se reconnaissent ou reconnaissent tu vois, il y a toujours, on essaye dans le stand-up ou dans l'écriture, toujours de trouver sa mélodie. Ouais, et puis ce sentiment de quelqu'un qui peut dire ça m'est arrivé. T'as touché un truc intéressant dans l'écriture quand quelqu'un mais moi ça m'arrive, ou ma sœur elle est comme ça, ou lui il est comme ça, et là tu touches quelque chose d'intéressant et d'universel, la chose dans tu vois, et c'est là aussi grâce avec les réseaux et tout, c'est que tu peux être toi-même et les gens vont se reconnaître dans ce que tu es, tu vois, et tu vas te créer ton public et ça va te remplir tes salles, tu vois. Mais il faut
il faut bosser. Tu vois, moi je vois plein de petits jeunes qui essaient de recopier des modèles de réussite qui sont pas forcément les leurs en se disant ouais je veux être connu ou machin. Et parce qu'il y a aussi un truc aussi qui est différent, c'est que quand toi t'as commencé, tu voulais pas être connu. Quand toi t'as commencé, tu voulais juste kiffer. De ouf. Quand les petits maintenant ils commencent, ils veulent être connus. Ouais. Parce qu'ils se disent il y a des tales. Parce qu'en fait ils ont entendu des interviews en disant ouais mais tu sais que tu peux prendre 3 cas le mois sans forcer en comédie club. Ouais, c'est ouf. Et donc, en fait, il y a un truc de, il y a de l'oseille là-dedans. Alors que quand toi, t'as commencé, c'était juste le kiff. Vas-y, viens, on essaie d'écrire des machins et tout, tu vois. Mais ils oublient que c'est pas... une passion, c'est une passion avant tout. Ouais. Nordin Gonzo, c'est une passion, la comédie. Il a commencé, t'as dit, à 17 ans, et il venait de Bordeaux, il faisait des allers-retours, il gagnait au Canal. Ouais. Il n'est pas du tout d'argent. Il faut accepter. Nino sur Internet, il a commencé. Bien sûr. Il faut accepter de pas gagner d'argent au début. Ouais. Il faut l'accepter, ça. Et ça, c'est dur. Alors, faut pas non plus être en galère, mais il faut accepter que ça va être, il y a beaucoup de monde. Donc, si tu fais ça juste pour prendre 1005, machin et tout, non, mais en fait, tu vas aller nulle part. Ça va te dégoûter surtout. Bah ouais, ça va te dégoûter, tu vas faire des plans de merde, et au final, tu vas pas travailler ton art. Et ce truc de l'oseille, tu vas voir que quand ton spectacle, il va marcher, tout ce que t'as mis de côté en te disant non, vas-y, je me focus, tu vas le prendre au centuple. Parce que quand un spectacle, il fonctionne, quand tu vends une capta, quand tu tournes dans le monde entier, crois-moi que l'hiver, t'es au chaud. Tu vois, mais ça dépend aussi pourquoi tu le fais, pourquoi tu parce que ça a l'air facile de l'extérieur, ouais c'est cool machin et tout, mais le problème, désolé je vais te couper, mais ça va dans la même direction que toi, c'est que le problème c'est que les gens voient que la partie visible de l'iceberg. Quand on voit un Jamel Debbouze s'amuser sur un plateau de télé, quand on voit Omar Sy reçu sur Canal+, ou quand on voit même Redouane Bougueraba remplir des stades, on se dit c'est facile. Ouais. Redouane, il a percé à plus de 40 ans. Mais bien sûr. Jamel Debbouze, il a pas éclaté comme ça du jour au lendemain. Omar Sy, il a bossé, tu vois ce que je veux dire? Donc ça rend la chose, c'est un peu notre faute. On rend les choses faciles. Bien sûr. Ça paraît facile. Oui, mais parce qu'il faut que t'aies de la magie. On est d'accord. Tu vois? Mais on a bossé. Bien sûr. On a bossé derrière. Mais aussi, t'as le truc de magie de quand je te raconte l'histoire que je veux te raconter, il faut que tu le perçoives comme si c'était la première fois que tu l'entendais et comme si c'était la première fois que je le dise. Donc pour les gens, pour eux, c'est mais attends, ça il a pas écrit ça. Tu vois, et même c'était un truc dans la série sur le stand-up là, drôle ou drôle je crois c'était. Ouais, où en fait le mec il lui arrive une galère ou drôle, je sais pas. Ouais, je sais plus, mais en tout cas le mec il lui arrive une galère la journée, le soir il est en comédie club et c'est un carton. Ouais. Ça arrive pas souvent. Mais jamais de la vie. Il faut que t'écrives une fois, ok, j'arrive, bon, il y a ça, je vais changer. Et puis, c'est des heures et des heures d'écriture. Et quand bien même tu arrives, souvent, tu peux avoir de la chance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui te dira, ah oui, moi, ça m'est arrivé. Ouais. Est-ce que ça t'arrive toutes les semaines? Je suis pas sûr. Ouais. Et tu peux avoir j'en parlais avec Franjo, justement sur cette thématique. En fait, si tu prends la peine d'écrire tous les jours, et que tu t'imposes cette gymnastique tous les jours, eh bien, au bout d'un moment, tu vas développer un muscle. De ouf. Tu vas développer un muscle et tu vas avoir des facilités à trouver des blagues de plus en plus rapidement. Parce que tu auras taffé en amont. Donc oui, peut-être que si tu bosses tous les jours tu te prends 1 heure, tu écris des blagues, peut-être qu'un jour, oui, tu vas te poser et là, tu vas sortir un tube, en fait. Mais ce tube sera le fruit de tout le travail que tu as mis en place. Mais qui a l'exigence aujourd'hui de le faire? Dans les jeunes qui débutent. Parce que aussi, il y a un faux truc de, c'est cool. J'ai une vie à 15h, je me lève. Je vais en comédie club. Je vais faire 4-5 plateaux. Je fais ça toute la semaine. Et au final, tu vis pas si mal. Mais après, ta vie, c'est quoi? C'est d'être en centre de formation toute ta life. Ouais. Parce que les comédie clubs, c'est des centres de formation. C'est l'entraînement. T'as 5 minutes. Ok, t'envoies ton meilleur 5 minutes. Mais c'est quoi la vie? C'est est-ce que tu fais ça toute ta life ou pendant 10 ans t'as un 5 minutes qui fonctionne et on t'appelle de temps en temps ou c'est en fait ok là moi je veux jouer en première ligue et la première ligue il faut taffer. Des mecs qui taffent, il y en a pas beaucoup dans le stand-up. Tu vois? Et tu le vois tout de suite. C'est-à-dire que un exemple il y a quelques années quand Roman revient en France parce qu'il a fait il était à Montréal. J'ai câblé sur lui. Moi j'étais au Panama à cette époque-là. Il arrive à 15h. Bloc-notes. Il est en train d'écrire. Je dis, tu fais quoi? Je joue à 21h, là, je vais tester des trucs et je suis en train d'écrire. Mais c'était sûr qu'il allait réussir. Force de travail, le taf. Et c'est ce que je dis à Boris, Samy, tu vois, de la jeune génération. Les gars, croyez pas parce que vous avez bossé 1 heure
parce que vous êtes posé de 15 à 16 heures autour d'un café de tiens, je t'envoie une blague que vous avez bossé. Le taf, des gens normaux, c'est 8 heures. Tu travailles 8 heures par jour. Toi, t'arrives avec tes 2 heures et que tu vas t'amuser le soir, tu me dis t'as bossé ou que t'as écrit sur des trucs. Non, les gars, on n'est pas dans le monde, là. Tu vois? Et c'est ce facteur travail qui va faire que tu vas fonctionner. Tu vois? Parce qu'il y a, comme tu dis, tu vas développer des choses, tu vas t'entourer de personnes avec qui t'aimes bien écrire, de machin. C'est comme du sport. Ouais, tu vas créer quelque chose. Et je pense que on a donné un peu la facilité de tout le monde peut le faire, c'est facile, t'es un peu gaulerie. Et en vrai, tu peux mener une carrière middle en ayant 10 minutes. Et peut-être que c'est aussi de la faute. Peut-être pas de la faute, mais la responsabilité des comédie clubs, d'un moment donné, de dire, frérot, joue autre chose. Sinon, viens pas. Il y avait ce truc-là. Encore une fois, j'en parlais avec Roman. Il me disait, quand il jouait à Montréal, il n'y a pas 46 comédie clubs. Ouais. Et il y a un public qui est très fidèle. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, pardon, tu peux retrouver le même public. Mais si tu arrives avec le même sketch, frérot, on l'a vu. Mais en France, Comédie Club, il y en a partout. Il y a l'effervescence de fou. De gens qui viennent. Tu peux jouer ton 10 minutes tout le temps. Pour moi, les Comédie Club, ils devraient dire au bout d'un moment, frérot, tu veux être programmé. Ok, t'es bon, tout ce que tu veux. Écris autre chose. Parce que là, en fait, tu veux aller où? C'est pas 10 minutes un spectacle. Ouais. Tu vois? Donc, en France, on bosse pas assez. C'est une réalité. Tu vois? Dans l'écriture. C'est marrant que tu dis ça parce que sur les comédie clubs, moi, mon parti pris pour le stand-up, et t'as vu, tu connais mon rythme de vie, j'habite ici dans le 77, loin de Paris. Donc quand je me déplace, faut que je rentabilise chacun de mes déplacements. Donc moi, mon parti pris dans le stand-up, depuis que j'ai commencé, ça sert à rien de monter sur scène si t'as pas au moins une partie à tester en fait. Et c'est marrant, des fois quand j'échange avec des gens, il y a des gens qui me disent putain, tu montes moi souvent, quasiment tout le temps, tu me vois avec un carnet sur scène ou parce que j'ai vraiment des choses à tester. Il faut que je les teste et parce que j'ai envie de savoir si ça a fonctionné. Puis parce que je suis un amoureux de la blague, je veux savoir si ma blague elle est gaulerie, tout bêtement, tu vois. Et souvent on a ce débat avec certains humoristes qui me disent bah non, moi quand je joue ici, il faut que je joue un banger, tu vois. Beaucoup d'humoristes, quand ils arrivent, qui débutent d'ailleurs, ou qui sont à un stade intermédiaire, parce que les confirmés, ils s'en battent les couilles, quand ils arrivent au Paname, ils se disent, je vais jouer entre Ed Carrive, admettons, Ahmed Sparrow, Roman Fressinet qui peut débarquer à n'importe quel moment. Arriver en léger. J'ai pas envie de... J'ai peur, ils ont peur de tester en fait, parce qu'ils se disent, sinon ils vont se ridiculiser. Mais moi, j'ai jamais pris le stand-up de cette manière. Je me suis toujours dit, t'es obligé de tester, gars. C'est notre métier de se fracasser, d'essayer d'aller sur des sentiers pour voir si cette blague fonctionne et pour grandir. Donc, c'est aussi, et il y a aussi, pour répondre à ta réflexion, il y a aussi une responsabilité de la part des comédie clubs qui veulent satisfaire leur clientèle et qui demandent sur certains plateaux exiger que tu fasses gaulerie en fait. Mais en fait, je pense que tu fasses gaulerie et que tu nous fasses du sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont payé 20 balles ou je sais pas combien et ils veulent rigoler. En fait, je pense qu'il y a deux types de comédie club. T'as Paname, Sarfati, qui sont enfin en tout cas, et ce genre de comédie club, tu vois, où en fait la promesse c'est que on envoie du lourd. Sarfati, non, ils disent, on dit au début du spectacle, les humoristes vont faire des blagues, certaines sont marrantes, certaines ne sont pas marrantes. Vous allez assister à des morceaux de notre spectacle. Mais dans leur sélection, dans leur sélection, par contre, le parti pris, c'est, on prend que des tueurs. Exactement. Par contre, c'est ça le parti pris. Tu vois, mais à certains créneaux du Paname, en principe, le 21h, 22h, c'est censé être que des tueurs. Tu vois. Et donc, en fait, il y a c'est pour ça que j'identifie deux types de comédie club. Il y a le comédie club où, en fait, tu sais que c'est le all-star et que quand t'arrives, si en plus t'as un spectacle à vendre, tu dois être le meilleur. Et donc, forcément que si t'arrives avec le truc que t'as écrit le matin, sauf si t'es gade et les gens vont, juste le fait de le voir, ça leur fait plaisir. Tu peux te permettre, en fait, de sortir une feuille et de dire, bon, les gars, je vais tester un truc. C'est gade, frère. On sait que t'es marrant. Donc vas-y. Et en plus, on est tellement content de te voir et qu'en plus, on crée ensemble que vas-y, on l'accepte.
tu vois. Mais sur ces comédie clubs-là, ou en tout cas sur ces plateaux-là, tu peux pas te permettre d'arriver en dilettante parce que en face de toi, tu vas avoir des mastodontes. Ouais. Et donc il y a ces plateaux-là. Et après, pour moi, il y a d'autres plateaux, tu vois, avec tout l'amour que j'ai pour les plateaux sans avoir de trucs de classement ou quoi. Il y a d'autres plateaux où tu peux te permettre parce que les gens vont être moins exigeants. Et là, sur ces plateaux-là, me sors pas ton banger. Ouais, genre le labo. Tu vas au labo, tu vois qu'il y a un plateau du Paname qui est à 18h, me sors pas ton banger. Viens, on écrit. Parce que les gens, s'ils viennent à 18h et qu'ils payent moins cher, c'est qu'ils acceptent que, ok, on va découvrir des nouveaux talents, ou en plus, ils vont être en écriture ou quoi. Et sur c'est là où je dis que, tu vois, il y a deux typologies de plateaux. Tu vois. Il y a des plateaux où faut envoyer. Parce que si en face de toi, t'as un Roman, il est en pleine bourre, que t'as Ahmed Sparrow, que t'as ces mecs-là qui envoient la sauce sur un plateau, frère, t'arrives, les gens, ils vont même pas se rappeler de toi. Ouais. Et en plus, toi, tu vas passer un mauvais moment. Quand tu vas retourner les voir en loge, ils vont te regarder comme ça. Alors, ça a été? Parce que tu sais comment ça chambre dans les loges. Ça va être, alors, ça va? T'as dit, non, mais là, ils étaient durs un peu, hein. Et après, t'as Roman qui monte, il les termine, t'es là. Finalement, c'était toi le problème. Ouais, tu vois. Donc, non, mais après, oui, après, il y a aussi, après, prendre la défense des jeunes humoristes. C'est plus facile de s'en battre les couilles d'un bide quand t'as un bagage de 10 années de stand-up que quand tu commences. Bien sûr. Moi, effectivement, au début, souvent on en parle de nos débuts où sur le plateau, t'avais que des tueurs à gages. Si je passais entre les deux et il fallait que je teste, si je bidais, moi je me suis toujours battu les couilles de tester, tu vois, même une ou deux blagues. Mais si je bidais surtout long, oui, je sortais, j'avais la tête baissée. C'est ça, tu dis bon. Salut, j'ai un train à prendre, j'habite loin. Le RERD là, bientôt c'est fini. Donc je vais y aller. Donc mais oui, non, effectivement, c'est plus compliqué effectivement quand tu commences. Ouais. T'es à un stade après, plus avancé dans ta carrière. Le gros avantage maintenant, c'est que t'as plein de comédie clubs. Ou t'as plein de plateaux. Pas forcément des comédie clubs, mais t'as plein de plateaux. Ce qui fait que quand tu débutes, et ben, en fait, tu peux aller jouer partout. Tu vois. Et donc, tu peux tester. Et puis, tu peux te confronter à différents publics. Tu vois. Le Paname, c'est un public. Le Sarfati, c'est un public. C'est des publics qui sont différents, au final, tu vois. Et donc, ça te permet de pouvoir bosser. Mais comme je te dis tout à l'heure, le vrai travail, c'est le travail. Enfin, c'est le vrai truc, c'est le taf. Parce que moi, je suis un enfant du Paname. Je suis tout le temps là-bas, tu connais. Bah, je descends, moi, voir les petits jeunes. Tu vois, je descends. Et donc, des fois, je descends, j'en recroise un, tu vois, t'as refait la même chose encore. Ok, tu dois avoir ton 5 minutes solide et ok, tu l'as travaillé. Mais à partir du moment où il est bon. Je te parle pas d'un mec qui vient de débuter il y a 2 semaines, mais des mecs qui sont là depuis quelques temps. C'est bon, il est validé, ce passage-là. Stocke-le, en fait. Maintenant, viens, écris sur autre chose. Tu vois? Parce que ton travail, c'est pas de jouer en comédie club. Ton travail, c'est de remplir un spectacle, enfin, de faire un spectacle et de remplir des salles. C'est fou. Ouais. Bah, tu vois, mais même ça, moi, bon, après, j'ai eu plein d'activités. Et même ça, moi, je me focus, tu vois, ça fait longtemps que je fais du stand-up, mais je me focus sur mon spectacle que maintenant. Après, faut pas non plus les décourager, tu vois, les gens qui veulent commencer, dans le sens où un spectacle, un bon spectacle peut des fois, ou même une carrière se fait sur des années pour certains. Le premier spectacle, il peut durer 3 ans. Mais je te dis même pas 3 ans d'exploitation. Je te dis 3 ans pour l'écrire. Le premier, alors après, les carrières sont différentes, mais tu peux mettre beaucoup de temps. Alors ça va changer. Il y a des bouts qui vont, mais si tu prends l'architecture de ton truc avec ton banger, ton machin, il va rester dedans peut-être pendant 3 ans. Mais tu sais que même avant, on disait qu'on construisait une carrière en 10 ans minimum. Mais bien sûr. Ça prend du temps. Et là où les gens t'attendent, au final, c'est le deuxième. C'est même pas le premier. Parce que le premier, c'est une carte de visite. Donc, tu mets de toi, tu vois, ça va être une présentation aux gens. Et si les gens acceptent cette relation, ils vont dire, OK, vas-y, c'est bon, t'as aimé, mais maintenant, le deuxième, on voit. Mais c'est même pas pour décourager les jeunes, hein. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont talentueux de ouf. Et surtout, que cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus, je dirais pas talentueuse, mais elle a beaucoup plus de références que nous, on n'avait pas. Parce qu'en fait, ils ont les specials de Netflix, ils ont plein de trucs. Nous, on a été leurs tirailleurs un peu, on s'est un peu cassé la gueule pour eux. Nous, pour aller retrouver un spectacle de Dave Chappelle sous-titré,
c'était une galère de ouf. Il était, tu sais, genre pixelisé. C'était, tu comprenais à moitié. Il y avait même pas les sous-titres. C'était en anglais. T'es pas fort. T'es en mode, qu'est-ce qu'il a dit là? Ça avait l'air marrant et tout. Maintenant, tu peux taper des Bill Burr, des Dave Chappelle, des machins et tout, sont tous sous-titrés. Et tu vois l'essence même du stand-up. Où nous, on est en retard encore de 10 ans. Tu vois, sur des trucs des fois un peu trop légers, faciles, tu vois. Ben, en fait, quand ils arrivent, moi, je vois des jeunes qui ont une réflexion, un axe, qui me dit, mais attends, il a quel âge? Regarde, je te donne un exemple. Sarah Lélé. Ouais. Elle a 22 ans. Elle est passée, Sarah Lélé, ici. Elle a 22 ans, frère. Ouais. C'est incroyable. Et sur stand-up, et quand elle est sur scène, t'as vraiment l'impression de voir une personne déjà mature, en fait. Mais moi, à 22 ans, sur scène, déjà, est-ce que j'ai commencé à 22 ans? Déjà, je crois que j'ai même pas commencé la scène à 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'étais même pas sur scène. Tu vois? 22 ans, j'étais même pas sur scène. Bah oui, putain. Et t'imagines? je suis même pas sûr que j'aurais pu tenir une salle avec une aisance telle. Après, Sarah Lélé est passée au micro du dernier podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son interview qui est très très intéressante. Elle a commencé très très tôt. Hein. Ouais. Elle a commencé, je crois, elle m'a dit 14 ou 13 ans. C'est fou, hein? C'est fou. Mais oui. Mais tu vois, même en ayant commencé tôt, elle est mature sur des axes, sur des manières de construire. Alors, sans rentrer dans les mecs on a une architecture de blague et on est des philosophes du stand-up, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a une manière d'écrire qui est propre à elle, avec un axe bien défini, où en fait, tu dis, putain, elle m'a surpris. Ouais. Alors que nous, on est là dedans depuis 10 ans, et moi, maintenant, quand je regarde des mecs jouer, je sais où ils vont. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'impressionne maintenant. Et c'est là, quand je vois un petit où je me dis, tiens, lui, il est intéressant, c'est qu'en fait, je t'ai pas vu venir. Ouais. C'est là où j'aime beaucoup Dave Chappelle, moi, par exemple. Tu vois, c'est que à chaque fois, il va te prendre à contre-pied. Ah, je suis tombé, là. Il m'a eu, tu vois. Et... Ah, je suis tombé, là. Mais regarde, je suis tombé. Tu vois. Ouais. Et c'est là où la nouvelle génération, en fait, elle a un temps d'avance par rapport à on va dire notre génération où en fait on se construisait. Tu vois, là tu trouves ça drôle, putain ce texte il est marrant, ah ça c'est un truc humour de quartier, putain ouais, ah vas-y ça je t'ai pas vu, mais frère c'est bon, ils sont en avance de fou. Bien sûr, tu vois, bien sûr, c'est comme quand t'as deux enfants, t'as le premier qui fait du foot, le deuxième quand il va se mettre au foot, lui va être souvent il est plus fort le deuxième parce qu'il a dû lutter contre son grand frère et son grand frère lui a tout transmis. C'est ça. Et puis donc pour lui son apprentissage était plus facile parce qu'il a commencé plus tôt. De ouf. Parce qu'il a vu son grand frère batailler. Ouais, il a fait les entraînements avec lui, mais quand il faisait les entraînements, lui c'était ludique. De ouf. Pendant que lui son frère était en train de trimer. Parce que nous les références qu'on a eues, ça va être les Thomas Njijol, Fabrice Eboué, c'est cette génération là vraiment qui nous a, tu vois. Mais en fait, on savait pas ce que ça représentait. On les a jamais vus dans des petits comédie clubs ou en théâtre. On a vu tout de suite, boum, théâtre. On peut faire ça. Et maintenant, eux, ils ont accès au comédie club. Ah, ok, donc le mec, on l'a vu passer au Paname, plus ensuite faire des salles. Maintenant, il fait le Palais des Glaces ou machin. Ils ont des vraies références, tu vois. Et ils savent ce que c'est. Ouais. J'ai appris une chose, moi, depuis que je suis comédien. Et c'est une leçon que j'essaye de... C'est l'une des plus grosses leçons que j'ai apprises ces 5 dernières années, c'est que il faut apprendre à apprécier le process en fait. Vraiment. Faut vraiment apprécier chaque moment où tu bosses ton art parce que rien ne dit que demain tu vas remplir l'Olympia, rien ne dit que demain ton œuvre va péter. Donc si tu n'apprécies pas le process, tu vas te torturer en fait. De ouf. Limite, te lance même pas dans le projet. Lance-toi dans le projet parce que tu le fais par kiff. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me dis. C'est vraiment mon mantra un peu. Je me dis que quand je me lance dans quelque chose, faut que je le fasse parce que j'aime en fait ce que je fais. Et que si ça devient difficile, même dans la difficulté, faut que j'apprécie ce moment. Voilà. Parce que je connais pas le résultat. Mais tu sais que surtout, c'est la vie qui décide. C'est la vie qui choisit ou, enfin, ça se trouve, tu vas bosser avec des gars et ils vont peut-être pas faire l'Olympia. Mais t'auras construit un truc avec eux et peut-être que demain il va être réel et il va lancer une série qui va cartonner. Et au final, moi, des séries comme The Office, pour moi, c'est les mecs qui ont écrit ça, c'est au même titre, c'est plus fort que s'ils avaient écrit un spectacle en vrai, tu vois. Donc
les trois frères, alors ok, moi j'étais trop jeune pour leur spectacle et tout, mais les inconnus, frère, c'est parce qu'il y a les trois frères que c'est les inconnus pour moi. Tu vois? Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il faut, comme tu dis, aimer le process. Il y a forcément de la remise en question parce que vous êtes des stand-uppers, vous racontez votre life sur scène. C'est pas genre j'ai un personnage et je me casse derrière Cyrano de Bergerac. Vous aimez pas? Ouais, mais c'est le mec qui a écrit Cyrano de Bergerac, c'est pas moi. Là, tu racontes ta vie. Ouais, j'ai des enfants et on s'en bat les couilles. Donc tu te le prends pleine tête. Donc forcément, il y a beaucoup de remises en question. Mais comme tu dis, le process, c'est qu'est-ce que ça va t'amener et potentiellement peut-être que en termes de spectacle, ce sera pas à l'Olympia. Je te prends un exemple. Morad Winter. Ouais. Il a fait de la scène. Ça a pas fonctionné comme il a voulu. Frérot, il a écrit des livres. C'est des bangers. Ouais. Il a fait le film. Il est parti au festival de l'Alpe d'Huez avec le film. C'est lourd, putain. Tu vois ce que je veux dire? Je l'avais recroisé dans sa transition, là, quelques temps après que son livre soit sorti, et pendant qu'il écrivait son deuxième livre, je crois. Tu vois? Ouais. Et c'est un mec qui a une plume de fou. Ouais. Tu vois? Et peut-être que ça n'a pas marché comme il l'a souhaité sur le stand-up pour des raisons qui lui sont propres, en réalité. Mais ce mec est talentueux. Et donc derrière, c'est parce que en fait, il a cru en lui et que en fait, il est arrivé sur tu sais quoi, j'ai écrit un bouquin en fait. Le bouquin, il est trop bien, le deuxième, je l'ai lu encore. Et là, ils ont fait un film. Et donc du coup, en fait, aussi ce que j'essaie d'instaurer avec les mecs avec qui je bosse, c'est que oui, aujourd'hui, on est sur du stand-up. Mais te ferme pas les portes sur si demain tu as envie de faire autre chose. Ouais. Et si t'as envie de faire de la réal, tu vois, par exemple, Samy et Boris, ils aiment bien faire de la réal, tu vois, des belles images, des machins. Fais, frère. Ouais. Si t'as envie, c'est de kiffer. En fait, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer? Et après, tu verras. Ça t'offre. Ce milieu, il n'y a pas que les mecs qui montent sur scène. Ce milieu, il est vaste. Ouais. L'univers du stand-up. Tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que je me considère pas comme un stand-upper uniquement. Je me considère comme un mec. Moi, je suis tombé amoureux de la comédie quand j'étais petit. Et moi, quand on me demande ce que je fais dans mon travail, je dis je fais ça, je fais ci, je fais ça, je dis plein de trucs. Même des fois, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est vrai en fait. Ouais. Mais par contre, il faut pas avoir peur de le dire. En fait. Non, je le dis, mais je conclue toujours en disant que mon travail gravite autour de la comédie. Ouais. J'ai du mal à dire que je suis qu'un stand-upper parce que c'est pas vrai, et puis parce que c'est pas que mon vrai kiff. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme les bonbons. J'aime les Skittles, j'aime les Haribo, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire, non, j'aime que les Skittles, c'est pas vrai. En vrai, moi, j'aime vraiment les bonbons. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et surtout que le stand-up, ça t'ouvre des portes. Ouais. Sur autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que toute ta vie, t'auras envie de faire des spectacles? Il y a des puristes après. Il y a des puristes qui aiment que le stand-up et je les respecte, tu vois. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Chaque parcours est honorable. Ouais. Chaque parcours est honorable. Mais, il y a une réalité aussi, c'est que partir en tournée, faire 150 dates, frérot, c'est pas quand t'as des enfants, enfin, il y a aussi une réalité, c'est que il y a des gens pour qui ils sont heureux de monter sur scène, mais de partir en tournée, de jouer à Besançon, à machin, demain en tourbus, après tu pars là-bas, tu reviens mardi, mais tu repars mercredi, et puis t'as la promo du truc. En mode, au bout d'un moment, c'est bon aussi, tu vois. Et il y a des manières aussi de proposer à ton audience une manière différente de ce que tu es. Artus, par exemple, il a fait son film, il a galéré, et au final, il arrache tout, tu vois. Donc, en fait, il y a aussi ça qui est aussi important, c'est ne pas se cantonner à un seul truc, qui est des fois typiquement français. C'est-à-dire qu'on dit, non, mais toi, on te met dans une case, toi, t'es ça. Non, en vrai. Moi, j'ai envie Sois toi. Do you. Ben oui. Do you. Comme disent les Américains. Parce qu'en fait, on a tendance à te mettre dans une case de, ouais, mais toi, tu peux pas être chanteur aussi. Si t'as envie de chanter, chante, mon frère. Tu vois. Mais fais-le bien. Commence pas à nous faire des trucs bizarres. Non, mais c'est aussi parce qu'en fait, tu sais pas où la vie t'amène. Quand j'ai ouvert le resto, jamais je me suis dit que j'allais être manager d'artiste, ou faire de la production, ou vendre des programmes à M6. Jamais de ma vie. J'étais là en mode, vas-y, tu sais quoi, on vend des pizzas. Mais mon expérience de vie a fait que, tiens, j'ai découvert le stand-up par ce biais-là. Et après, ma curiosité a fait que, tiens, on va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, je suis super heureux là-dedans, tu vois. Mais si je m'étais dit, non, vas-y, il faut être curieux. Et pas se fermer de porte. Écoute, Stan, je trouve que c'est une très belle conclusion. Non, sérieusement, je suis content de t'avoir
reçu aujourd'hui au micro du dernier podcast, parce que effectivement là t'as tout résumé là sur ton dernier paragraphe là. C'est que tu viens tu passais par une école de commerce, t'as ouvert ton commerce, tu l'as fracassé ton commerce comme pas possible. Dans un mur. Tu l'as envoyé dans un mur, mais dans cet échec tu as su tirer les leçons de cet échec, et t'as su rebondir, et c'est pour ça que je voulais t'inviter. Je trouvais que ton parcours ultra intéressant. En plus, aujourd'hui, t'es manager, en plus, métier qui a strictement rien à voir avec ta formation, et tu le fais très bien. Stan, merci d'être venu. Merci, mon frère. Jusque dans le fin fond du 77, avoir voyagé. Tu restes avec moi, du coup, pour la pizza juste après. Let's go. Vas-y, c'est parti. Merci, Stan. Merci, frérot.